Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les réactions à la publication du livre Les Fossoyeurs se multiplient et c'est tant mieux. Personnellement, je suis révoltée, scandalisée, choquée par ces révélations, mais aucunement surprise. Pourquoi? Parce qu'ici même, le 9 octobre 2018, j'ai interrogé Madame Buzyn suite aux révélations de maltraitance dans les EHPAD privés à but lucratif. Je lui demandais très clairement de diligenter des enquêtes et de sanctionner au besoin. Or, que s'est-il passé? Tout l'inverse. En audition à l'Assemblée nationale, le DG d'Orpea nous a donné le nombre de contrôles dans ces établissements. 96 en 2016, 75 en 2017, 55 en 2018, 49 en 2019, 18 en 2020, 10 en 2021. Pourquoi, alors qu'en 2018, des scandales avaient été révélés au grand jour par les chaînes télé, avoir diminué les contrôles dès 2017? De plus, quand allez-vous convoquer les vrais responsables de ce scandale? Le fondateur du groupe, le docteur Marian, parti en Belgique après avoir vendu en janvier 2020 toutes ses parts pour 456 millions d'euros. Le numéro 2, Yves Leman, limogé après la sortie du livre, mais qui a vendu ses parts avant la sortie du livre. Le numéro 3, qui lui a aussi quitté le groupe, mais s'est fait élire vice-président du CINERPA avant d'être exfiltré il y a quelques jours pour aller où? Prendre la direction du groupe Bastide. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, madame la députée, vous citez les chiffres de contrôle par les ARS des EHPAD. D'abord, sur ce point, je voudrais que les choses soient claires. Il n'y a aucune consigne de réduction des contrôles, vous l'imaginez bien. En revanche, il y a eu la crise sanitaire qui, en 2021 et en 2020, oui, a impacté le fonctionnement normal des agences régionales de santé. Je pense que chacun peut l'entendre. Quels sont les enjeux qui sont devant nous, madame la députée? Nous avons débattu dans cet hémicycle il y a peu de temps d'une certification des établissements recevant des personnes âgées. Une disposition qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui a le mérite de montrer l'intention gouvernementale, l'intention de cette majorité, je crois d'ailleurs que vous l'avez votée avec nous, merci pour cela, qui consiste à créer des normes de certification pour les EHPAD comme il en existe pour les hôpitaux. Parce qu'on peut se parler de contrôle, mais un contrôle un jour donné, vous le faites la journée, la nuit, vous tombez sur une équipe, une autre, ça peut être informatif et d'ailleurs des contrôles sont diligentés qui conduisent à des sanctions et qui conduisent à des contre-visites et cela depuis des années. Moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin en réalité. Il ne faut pas attendre de tomber sur des difficultés pour se dire qu'il y a des difficultés. Il faut les anticiper, ce que nous avons fait avec la création de la 5e branche, avec le recrutement de dizaines de milliers de postes, avec l'augmentation des salaires, avec la modernisation et la reconstruction de 3000 hôpitaux et EHPAD, c'était l'enjeu du Ségur. Et je crois que nous devons aller plus loin en matière de normes, oui, avec une certification pour les EHPAD. Pourquoi pas, plutôt que de s'intéresser à la question du statut, intéressons-nous aux missions. Je donne un exemple, ce Parlement s'est prononcé dans le cadre de la loi Pacte pour la création et le développement de sociétés à mission. Pourquoi ne pas exiger, et c'est une piste de réflexion que je mets au débat public, pourquoi ne pas exiger, par exemple, qu'on puisse évoluer vers des sociétés à mission, assurant donc la vertu sociale très importante des entreprises à but lucratif. Je crois qu'il y a de bons EHPAD à but lucratif, il y a de mauvais EHPAD à but lucratif. Je ne crois pas qu'on puisse catégoriser tout le monde. Je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être des comportements, pourquoi pas voyous, c'est aux enquêtes de le démontrer, mais je crois qu'il vous trouverez aussi dans le secteur des EHPAD lucratifs des femmes et des hommes qui s'investissent au service des personnes fragiles, âgées. C'est cela que nous devons garder. Et encore une fois, regardez derrière nous, juste derrière nous, depuis 2 ans, ce que nous avions voté et ce qui est devant nous. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, monsieur le ministre, voilà ce que nous souhaitons. Un moratoire pour toute création de places dans les établissements privés à but lucratif. Que les signalements auprès de votre administration fassent systématiquement l'objet d'une saisine de la justice. Un droit de visite inopiné pour tous les parlementaires. Une multiplication des contrôles indépendants et surtout des créations de postes de soignants pour atteindre les ratios prévus dans les rapports Libault. Et enfin, s'il vous plaît, répondez aux premières questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, c'est la fin du mandat, l'heure est au bilan et la Fondation Abbé Pierre n'est pas tendre. Votre politique du logement, c'est l'échec du quinquennat. Et oui, comme on dit chez nous, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Sur la rénovation énergétique des logements, vous vous êtes entêté avec la rénovation par geste. Une fois la chaudière, une fois les fenêtres, une fois la toiture. Votre méthode est inefficace. 1 million de primes rénov', ça n'a jamais fait 1 million de rénovations. Tous les professionnels du secteur le disent, il faut des rénovations globales et performantes. C'est ce qu'on vous a proposé avec mon collègue Boris Vallaud et notre groupe.
On vous a proposé aussi un meilleur accompagnement des travaux de l'ANA. On vous a proposé aussi un meilleur financement, une subvention forfaitaire sur l'ensemble des travaux, une prime Rénov+, en quelque sorte, et le reste à charge financé par une avance remboursée à la mutation du bien, vente ou succession. Mais vous n'entendez rien et vous n'écoutez rien. Résultat, on n'aura pas la neutralité carbone pour 2050. Sur les aides au paiement du loyer, l'APL, alors que le loyer et ses charges continuent de grignoter le reste à vivre des ménages modestes, vous avez d'abord diminué de 5 € l'APL, ensuite désindexé cette APL. Et pour finir, vous avez réformé son calcul, privant 1,4 million de bénéficiaires et diminuant son montant d'environ 73 € pour les bénéficiaires restants. Monsieur le Premier ministre, les bonnes politiques du logement ont vocation à concilier les grands enjeux de demain. Les enjeux écologiques, bien sûr, les enjeux économiques. Le bâtiment, c'est l'économie de proximité dans nos territoires. Le logement, c'est bien sûr, évidemment, la base du progrès social. Mais malheureusement, vous avez péché par omission ou par suffisance. Que répondez-vous aux millions de nos concitoyens mal logés, mal chauffés? Que répondez-vous à la Fondation Abbé Pierre? Merci, cher collègue. Mais le chronomètre ne se lassait pas de votre propos, c'est pourquoi il est reparti dans l'autre sens. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Louis Bricout, d'abord, je voudrais excuser l'absence d'Emmanuel Wargon, qui aurait été mieux à même de vous répondre, mais qui est devant le Sénat actuellement. Sur le logement, nous avons mené une politique volontariste tout au long de ce quinquennat. D'abord sur la mise à l'abri. Les crédits qui ont été dédiés à l'hébergement et à l'accompagnement vers le logement ont augmenté d'1 milliard d'euros entre le dernier budget du précédent quinquennat et le budget 2022. Et ça nous permet de financer 200 000 places d'hébergement. C'est un niveau historique. Et nous avons mis fin aussi à la gestion au thermomètre de ces places en les maintenant ouvertes toute l'année. De plus, 330 000 personnes ont accédé au logement depuis la rue ou l'hébergement depuis le début du quinquennat grâce au plan logement d'abord lancé en 2018. Et nous avons ensuite renforcé le soutien au logement social et l'accès à un logement abordable. Au sortir de la crise sanitaire, la construction a repris. Plus de 470 000 permis de construire ont été délivrés en 2021. Et pour soutenir la construction de logements sociaux, nous avons conclu début 2021 avec le mouvement HLM, la CDC et Action Logement, un accord qui met en place un niveau exceptionnel de 1,5 milliard d'aides à la pierre sur 2 ans. Nous avons aussi instauré la compensation intégrale aux collectivités de l'exonération de TFPB sur le logement social pour 10 ans, et c'est historique. Et votre Assemblée va aujourd'hui voter, si vous le souhaitez, la loi 3DS qui porte la pérennisation et l'adaptation de la loi SRU dans 3DS. Cette loi aurait dû s'achever en 2025 et c'est ce gouvernement qui la rend pérenne. Nous agissons enfin pour rendre notre modèle de construction plus durable et écologique avec la construction dense d'abord, grâce au fonds Friche, 750 millions d'euros y sont d'ores et déjà consacrés. Et sur la rénovation énergétique des bâtiments, monsieur le député, 660 000 dossiers engagés en 2021 et nous avons voté, et vous le savez, dans la loi climat résilience, justement des mesures pour passer maintenant à des primes qui vont financer une rénovation globale et complète, grâce notamment à l'accompagnateur Rénov' et à la définition de la rénovation globale. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, depuis juin 2019 et la grève dans les services d'urgence, la situation n'a cessé de se dégrader à l'hôpital. Manque de personnel, manque d'investissement, soignants épuisés, tel est le bilan du quinquennat qui s'achève. Comme toujours, vous me répondrez que tout va bien dans le meilleur des mondes grâce à la suppression du numerus clausus et aux primes du Ségur. Comme s'il suffisait de marteler le même message pour qu'il devienne une réalité. Hélas, ce n'est pas le cas. Dans ma circonscription, la réalité, c'est la fermeture de la moitié d'un étage à l'hôpital de Saint-Gaudens et de plusieurs services aux hôpitaux de Luchon et de Salis, faute de médecins gériatres notamment. C'est la promesse non tenue, annoncée dans le cadre du Ségur, avec le manque de dotation d'investissement pour près d'1,5 million d'euros à l'hôpital de Saint-Gaudens, car tous les fonds vont à Toulouse, au CHU. C'est la faible compensation, voire l'absence de compensation par l'État, des primes du Ségur de la santé qui mettent encore plus en difficulté les établissements hospitaliers sur le territoire. Il est là votre bilan, Monsieur le ministre. Comment se fait-il que la 5e puissance mondiale continue de fermer des lits et de déprogrammer des soins alors qu'elle subit une crise sanitaire sans précédent dans notre histoire moderne? Pourquoi, une fois de plus, les territoires ruraux sont moins considérés et moins dotés que leurs voisins urbains?
Je souhaite aussi évoquer une autre injustice qui concerne le forfait urgence. Et ce n'est pas faute de l'avoir dénoncé à l'époque. Alors que nombre de nos concitoyens résidant dans un désert médical n'ont d'autre choix que de se rendre aux urgences pour consulter un médecin ou un spécialiste, ils doivent maintenant en avancer les frais. C'est la double peine. Celle d'être pauvre, d'abord, qui semble être perçue par votre gouvernement comme une honte absolue. Celle d'habiter en territoire rural, ensuite, qui montre le mépris de votre gouvernement pour tout ce qui n'est pas parisien. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas exonérer les habitants des zones rurales du forfait urgence? Comment comptez-vous mettre fin à l'hémorragie de soignants et de lits d'hôpitaux dans les territoires Monsieur le ruraux? député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je suis désolé, monsieur le député Joël Aviragnet, mais vous mélangez tout et vous confondez absolument tout. Sur le forfait d'urgence, c'est un plafonnement des dépenses de reste à charge pour les patients qui se rendent aux urgences, là où parfois les dépenses pouvaient excéder les 20, les 30 ou les 40 euros. Là, tout est plafonné à 18 euros, pris en charge par les complémentaires. Et c'est une demande des urgentistes à laquelle nous avons consenti, qui est aussi une mesure de simplification qui permet de réduire la charge administrative pour les hôpitaux, à laquelle vous nous enjoignez à longueur de temps. Et pour le coup, vous aviez raison de le faire. Bref. Sur la question de la déprogrammation des soins, vous savez que c'est la vague Covid qui est responsable d'une déprogrammation et que les choses sont en train de s'améliorer. Sur les déserts médicaux, vous m'accusez de parisianisme, c'est l'ancien député de Grenoble qui va vous répondre, ou peut-être que c'est le médecin hospitalier qui va vous répondre, ce qui se trouve que je connais bien le sujet. Monsieur le député Aviragnet, pardonnez-moi, ou vous n'avez pas compris, en l'occurrence, l'enjeu des déserts médicaux, ou vous faites de la mauvaise politique. Le désert médical, c'est le manque de médecins. Les médecins, ça se forme en 10 ans. Le numerus clausus qui empêchait de former des médecins, nous l'avons supprimé en 2018. Il n'avait pas été supprimé pendant les 45 années qui précédaient. Donc, par voie de conséquence, on manque de médecins. Oui, monsieur le député, en ville, à l'hôpital, dans les territoires urbains, dans les territoires ruraux et périurbains, on manque de médecins. Mais pour ça, on réagit, monsieur le député. On ne fait pas des incantations en condamnant l'autre pour ses propres responsabilités, surtout quand elles sont collectives. Nous réagissons en déployant les assistants médicaux en médecine de ville, en valorisant l'activité des médecins en ville comme à l'hôpital, en favorisant l'exercice regroupé en ville, en multipliant les délégations de tâches à l'hôpital. Vous nous l'avez reproché. Avez-vous voté la délégation pour les orthoptistes, par exemple, en matière de soins ophtalmiques? Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, encore une fois, il y a l'incantation d'un côté quand il y a du monde dans l'hémicycle et la réalité des votes et de l'action de terrain. L'action de terrain, nous la menons aux côtés des parlementaires, qu'ils soient de majorité ou d'opposition. À chacun de mes déplacements, il n'y a jamais de problème dans ces moments-là. Par contre, quand il s'agit de pointer la responsabilité des autres, ça ne fait pas avancer le schmilblick, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, un arrêté relatif à la formation des médecins maîtres de stage universitaires sème le trouble. Rappelons que l'augmentation du nombre de maîtres de stage et l'attractivité de cette fonction sont essentielles pour développer l'offre de soins dans nos territoires sous-dotés. En effet, sans eux, les étudiants resteront dans les métropoles. Or, cet arrêté aboutit à une réduction des crédits de formation de maîtres de stage. L'ensemble des organisations professionnelles, que ce soit les médecins, les internes, les étudiants, est d'accord sur un point. Cette formation est indispensable pour entretenir les compétences de ces maîtres de stage et c'est à l'État d'y affecter les besoins nécessaires. Tous l'ont exprimé publiquement ces derniers jours. Monsieur le ministre, comptez-vous résoudre la question des déserts médicaux avec ce type d'arrêté qui dégrade l'attractivité de cette fonction de maître de stage et aboutit dans l'immédiat à l'annulation des actions de formation de 200 maîtres de stage? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je mets quelques éléments de clarification, semble-t-il, nécessaires sur cet arrêté. D'une part, vous dire, mais vous le savez, sur de nombreux débats à cet égard, que la démographie médicale et les problèmes d'accès aux soins dans nos territoires fait l'objet d'une mobilisation sans faille du gouvernement depuis le début de ce quinquennat. La suppression du numerus clausus, la réforme de la PASS, notamment, ont permis de tracer de nouvelles perspectives. Simplement vous dire que l'augmentation du nombre de professionnels de santé formés a augmenté de 15% va augmenter, est en cours d'augmentation de 15% sur la période 2021-2025. Ce n'est pas à vous, monsieur Jomier, que je vais apprendre qu'il faut 10 ans pour former un médecin et que donc les effets de la réforme du numerus clausus vont progressivement se mettre en œuvre. Sur la question plus précise des MSU, nous soutenons l'objectif de diversification des terrains de stage des étudiants de médecine. L'idée est bien de donner aux futurs professionnels un large aperçu de la réalité de l'exercice des collaborations professionnelles qui le caractérisent. Et l'élargissement de la maîtrise de stage requiert cependant
au préalable que le nombre de maîtres de stage des universités soit suffisant. Or, même si leur nombre a évolué favorablement au cours de ces dernières années, nous manquons encore d'un effectif suffisant pour mettre en place une obligation générale de stage en zone sous-dense. Pour progresser sur ce sujet, nous avons récemment simplifié et faciliter l'accès à la maîtrise de stage universitaire avec la publication de ces 2 arrêtés fin décembre que vous évoquiez dans votre question. Il s'agit de clarifier les objectifs pédagogiques et les modalités d'agrément pour les étudiants de 2e et 3e cycle des études médicales. En complément, sachez qu'une enquête a été réalisée en fin d'année sur l'état des lieux de la maîtrise de stage dans les territoires et nous fixerons très prochainement, par instruction, peut-être pour répondre aux interrogations que vous soulevez, des objectifs aux agences régionales de santé pour développer et promouvoir la réalisation de stages ambulatoires, y compris évidemment et de façon prioritaire dans les zones sous-denses. Voilà sur ces quelques éléments de clarification concernant ces 2 arrêtés, monsieur le sénateur. Monsieur Jomier. Monsieur le ministre, heureusement que le gouvernement est mobilisé parce que vos éléments de clarification, c'est comme bien qu'il y a réduction tout de même des crédits de formation de ces maîtres de stage. Et c'est à l'image des dispositifs que vous adoptez depuis 5 ans. Les infirmières de pratique avancée, on nous en a annoncé 3 000 en fin de quinquennat. En libéral, il y en a 117. À ce rythme, il faudra 28 quinquennats pour atteindre vos objectifs. On ne vous les donnera pas. Les contrats d'engagement de service public que vous vantez en disant qu'il y a 3 200 qui ont été signés depuis la création. Oui, mais le dispositif d'HPST, ça commence à durer. Et c'est comme ça sur tous les points. C'est-à-dire que vous avez mis en place des dispositifs fragmentaires qui sont parfois une politique brouillonne, comme sur les maîtres de stage, un pas en avant, un pas en arrière. Toutes les organisations professionnelles protestent et vous dites « nous sommes mobilisés sur les déserts médicaux ». La réalité, c'est qu'en 5 ans, les déserts médicaux ont progressé et que votre quinquennat est un échec sur cette question. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ce quinquennat a débuté par la baisse de 5 € des allocations logement, fixant votre cap, l'accroissement de la précarité, et ce, bien avant que la crise sanitaire ou le coût du chauffage vienne encore accentuer les difficultés du quotidien. Dans ce contexte, rien n'a été fait pour soutenir l'ensemble des professionnels du social. En effet, si la crise sanitaire a permis une revalorisation des soignants, 18 mois après le Ségur, son extension aux fameux oubliés est conditionnée à la conférence sociale prévue le 18 février prochain. Sur le terrain, mes chers collègues, vous le savez, c'est le fruit de la colère est palpable, c'est la précarité partagée entre le public accueilli et les travailleurs sociaux, c'est des postes vacants, c'est le retour à l'intérim au détriment de la qualité de l'accompagnement social, avec concrètement des maraudes raccourcies, moins de dossiers remplis, le non-recours aux droits sociaux, le suivi sur le long terme rendu quasiment impossible. C'est la perte de sens du travail social. Mes chers collègues, comment s'étonner alors de la difficulté de recrutement, de la crise des vocations et des abandons en cours de formation? Ma question, madame la ministre, qu'avez-vous fait en 5 ans pour les métiers du social et pour les travailleurs sociaux? Pour vous répondre, la parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Depuis le début d'un quinquennat, nous sommes justement attachés à accompagner ces professionnels qui font un travail remarquable, que ce soit auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées. Je vous rappelle que les conditions ont été négociées lors de la représentation avec Laforcade, Michel Laforcade, et que les associations gestionnaires, les employeurs, ont tout à fait agréé à une augmentation au 1er janvier pour étendre le Ségur au personnel dit non soignant, accompagnant dans les établissements médico-sociaux et les services d'accompagnement. Fort des problématiques de recrutement, car nous ne nions pas qu'il y a des problématiques de recrutement suite à la crise sanitaire, et nous avons été à leur côté, et avec le Premier ministre, nous avons avancé la revalorisation des Ségur qui était prévue au 1er janvier au 1er novembre, pour l'étendre non seulement
aux établissements relevant de la sécurité sociale, mais également celles relevant des départements, pour éviter justement des différences quand nous faisons le même métier auprès des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, les personnes handicapées et les personnes aussi en vulnérabilité. Tout le Ségur a été étendu pour 183 € par mois à partir du 1er novembre et les associations gestionnaires ont fait cette revalorisation et l'État est à leur côté pour compenser à l'euro près. Et sur le reste, sur les accompagnants éducatifs, sociaux, médico-sociaux, nous continuons. Le Denis Piveteau a mené une grande concertation pour l'attractivité des métiers. Le 18 février, comme il s'est engagé, le Premier ministre tiendra cette conférence nationale des métiers, chacun en responsabilité, que ce soit les fédérations d'employeurs, l'État, les départements, pour pouvoir accompagner ces professionnels qui font un travail remarquable. Car oui, nous devons en effet rendre ce métier plus attractif, travailler sur les passerelles, travailler sur la formation, et c'est tout l'enjeu de cet accompagnement que nous sommes en train de faire. Madame Meunier. Madame la ministre, les réponses que vous apportez sont insuffisantes et les mobilisations sur le terrain ne désemplissent pas, ne faiblissent pas depuis novembre dernier. C'est du jamais vu dans certains secteurs. Les rapports que vous nommez, les rapports Libault également, les rapports El Khomri, la mission Vincent et Ferras et j'en passe, tous ces éléments vous donnent les moyens d'agir. Vous savez que vous êtes attendus. C'est important pour les citoyens et c'est important aussi pour les professionnels qui, encore une fois, ne trouvent plus de sens dans leur métier. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. Voilà ce que promettait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir en 2017. Que reste-t-il de cette belle promesse ? Rien. Et de ce qui est advenu, et même pire. Notre pays compte 4,6 millions de Français mal logés, dont sûrement 300 000 sans domicile fixe. La construction de logements sociaux s'est effondrée sous l'effet de vos mesures. On en compte autour de 80 000 par an, là où il en faudrait 150 000. Voilà la brutalité de votre bilan. L'abbé Pierre disait que les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques et qu'on ne pleure pas devant les chiffres. 100 000 bébés naissent désormais chaque année dans le dénuement le plus total, avec des parents dans l'impossibilité de leur acheter du lait et des couches, sans l'aide alimentaire. Voilà la triste réalité. De fait, durant votre quinquennat, les inégalités n'ont cessé de se creuser, la pauvreté d'exploser, la fortune des milliardaires aussi, de 86 % en un an, 86 %. D'une certaine manière, vous accompagnez les riches dans une marche inexorable vers une forme de sécession. Je pourrais vous asséner les nombreux constats dressés par le rapport Oxfam et celui de la Fondation Abbé Pierre, tous plus alarmants les uns que les autres. Mais avez-vous envie de les écouter ? Les années qui viennent de s'écouler sont perdues pour les Français. Enfin, ceux qui ne sont rien, comme on dit chez vous. Leur mise au banc tient à votre cynisme, ils ne font pas partie de votre électorat. Pourtant, notre pays a signé en septembre 2015 le Programme universel de développement durable, comportant 17 objectifs, dont le premier s'intitule singulièrement « Pas de pauvreté ». Que comptez-vous faire pour pallier cet oubli monstrueux ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du logement, Madame Wargon. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Angèle Préville, ce que nous avons fait pour les personnes à la rue, c'est ce que vous n'avez pas fait dans la mandature précédente. Nous avons ouvert 60 000 places d'hébergement. Nous sommes passés de 140 000 places à 200 000 places et surtout, pour la première fois, nous avons arrêté de fermer les places au beau jour. Parce que pendant toutes les mandatures précédentes, ça ne dérangeait personne que tout le monde se précipite pour loger les personnes en difficulté dans des structures d'hébergement pendant l'hiver et que nous fermions ces structures dès que les beaux jours arrivent. Nous en sommes maintenant à travailler la qualité de ces places pour pouvoir répondre à tous les besoins. Quand je suis arrivée au ministère du Logement, j'ai demandé à ouvrir 1500 places pour des femmes sortant de maternité qui ne trouvaient pas d'hébergement à la sortie de la maternité et qui étaient prises en charge dans les hôpitaux. Nous avons ouvert ces places pour ces sortantes de maternité avec leurs bébés. Mais l'hébergement, ça n'est pas une fin en soi. La solution, c'est le logement.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, avec le Président de la République, ce programme Logement d'abord, qui permet d'accéder à un véritable logement. 330 000 personnes, depuis 2018, sont sorties de la rue ou des structures d'hébergement pour accéder au logement. Et ça se voit dans nos rues. Pour la deuxième année consécutive, à Paris, lors de la nuit de la solidarité, le nombre de personnes à la rue baisse significativement. Et ça se voit dans le travail avec les associations qui, jusqu'à présent, faisaient la trésorerie pour l'État et qui, maintenant, sont enfin financées. Donc oui, nous nous préoccupons des plus fragiles, oui, nous nous préoccupons des personnes à la rue. Ce gouvernement a fait plus qu'aucune mandature précédente. Quelques secondes, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Mais nous parlons de votre bilan. Réduire la pauvreté passe nécessairement par l'augmentation des salaires et du SMIC de 15 %, ce que nous proposons. Les faits sont têtus, la fracture sociale est abyssale, votre bilan désastreux. Cela devrait susciter une réaction de votre part à tout le moins. Question d'humanisme, certainement.